Je vais appeler Onangini. Bonjour, parfait. C'est très belle émission. Docteur Todd, avoir plusieurs amis francs-maçons est-il un danger? Est-ce vrai que tous les dirigeants de l'Afrique francophone sont des maçons? C'est Christian Esso de BT Conseil de Douala. Docteur Todd, vous voulez répondre? Tous les dirigeants de l'Afrique, pas seulement francophone, de l'Afrique subsaharienne et même de l'Afrique maghrébine sont dans la franc-maçonnerie. Tous, sans exception. C'est pas exagéré, toi. Si on enlève Traoré, le jeune Traoré là, si on enlève Traoré, tous les autres là, peut-être Assimi Goïta encore, mais le général Tiani, quand tu dis général, c'est une nomination politique. Donc tous ceux qui sont au sommet là, sont dedans. Bonjour monsieur Aïe, c'est parfait. Humblement, je dirais que non. La franc-maçonnerie n'est pas d'origine africaine. Elle est née en Europe, plus précisément en Grande-Bretagne, au XVIIIe siècle, issue des anciennes corporations de bâtisseurs du Moyen-Âge. Cependant, elle s'est profondément enracinée et transformée sur le continent africain au fil du temps. Pour comprendre cette évolution, je fais une introduction coloniale. La franc-maçonnerie a été introduite en Afrique par les puissances coloniales, France, Angleterre, etc. Dès la fin du XVIIIe siècle. Notamment avec la création de la première loge Saint-Louis du Sénégal en 1781. L'émergence d'une afro-maçonnerie après les indépendances dans les années 60, les obédiences africaines se sont progressivement émancipées des loges mères européennes. Elles ont cherché à s'africaniser en adaptant certains rites et en s'ancrant dans les réalités locales. Influence politique et sociale. Aujourd'hui, elle est très présente dans les sphères du pouvoir, particulièrement en Afrique francophone. De nombreux chefs d'État et cadres dirigeants y sont affiliés, utilisant souvent ces réseaux pour la médiation de conflits ou le renforcement de liens diplomatiques et économiques. Convergence culturelle. Le succès de la franc-maçonnerie en Afrique s'explique aussi par des similitudes avec les sociétés initiatiques traditionnelles africaines, ce qui a facilité son adoption par les élites intellectuelles et politiques du continent. En résumé, si ces racines sont européennes, la franc-maçonnerie africaine est devenue une entité à part entière, avec ses propres organisations comme la Conférence des puissances maçonniques d'Afrique et de Madagascar, le REFRAM. Monsieur Emmanuel Rubelmer, je pourrais revenir pour les rites plus tard. Bonne émission à vous. Docteur Todd, je vous passe donc à nouveau la parole sur ce plateau. Beaucoup ont démontré, entre guillemets, que ce que vous dites là n'est pas vrai. La franc-maçonnerie tire justement ses origines en Afrique. Et il y a que Cheikh Ali qui a dit... Et il y a même quelqu'un qui me l'a, je ne sais pas si au niveau des messages, bien sur ce plateau, que même au niveau des rites, il y a même des similitudes. Ouais. Et il n'y a que Cheikh Ali qui l'a démontré, parce que les autres disent quand même que c'est un système syncrétique. Non, tout le monde a reconnu, nous a reconnu, le frère Yannick a reconnu. Ma position dit que c'est en Afrique. Et les deux là, Alain Douk et Cheikh Ali, ils disent que c'est d'origine africaine. Qu'est-ce qui règne au cœur de la franc-maçonnerie? Dites-nous. C'est la cabale judéo-chrétienne. C'est quoi la cabale judéo-chrétienne? La cabale judéo-chrétienne se décline. C'est d'abord quoi la cabale? La cabale est l'interprétation ésotérique de la Torah et de la Bible. L'interprétation, comprenez très bien, ésotérique. C'est-à-dire que quand on te parle de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, et de l'arbre de vie, ce sont deux symboles qu'il faut apprendre à décrypter dans la Bible. Quand on te parle du temple de Salomon, c'est un symbole qu'il faut pas. Quand on te parle du 13e livre de Moïse, c'est un symbole. Quand on te parle du livre de Job, voilà les livres des francs-maçons. On te parle des psaumes, des proverbes. Voilà les livres que les francs-maçons utilisent. Ils viennent faire l'hypocrisie ici, là. Ils citent Tibal-Kan, ils ne citent pas Salomon. On appelle ça l'hypocrisie. Le rite de Salomon, c'est quoi? Pourquoi tu traverses Salomon? Hein? Donc, quand on parle de Salomon et Hiram Abib, tu traverses Salomon, tu cites seulement Hiram Abib. Ils ont dit des choses très banales. L'apprenti, le compagnon et le maître. Ça veut dire que ceux qui venaient chez Jésus apprendre là, ils venaient apprendre, ils sont devenus ensuite disciples et ils ont le maître Jésus. Ça veut dire que c'est la franc-maçonnerie. Ça veut dire que ceux qui partaient dans l'islam, ils partent étudier le Coran. Ils deviennent plus tard musulmans. Et puis, imam, et ils ont le maître qui est Mohammed. Ça veut dire que c'est la franc-maçonnerie. Des raisonnements bidons qui n'ont rien à voir. Quand il parle du damier,
le blanc et le noir. Donc la veste qu'Aaron vous porte là, qui est noire et blanche, c'est la franc-maçonnerie. Donc partout on va voir le blanc et le noir, c'est la franc-maçonnerie. On appelle ça des raisonnements vraiment très enfantins. Maintenant, je vais plus loin. J'ai dit chaque arbre se remarque par quoi? Par ses fruits. Si la franc-maçonnerie est d'origine africaine, pourquoi la philosophie maçonnique est-elle essentiellement individualiste, prédatrice, matérialiste et perverse? Est-ce que l'Afrique a toujours été individualiste? L'Afrique est communautariste à la base. Est-ce que l'Afrique a toujours été matérialiste? Non, l'Afrique est plutôt humaniste et naturaliste. Est-ce que l'Afrique a été prédatrice? Montrez-moi l'impérialisme africain en Europe, en Asie, en Amérique du Sud. Est-ce que l'Afrique a été esclavagiste? Montrez-moi un seul texte de l'Égypte antique où il y a même le nom esclave. Et un seul texte où il y a eu des esclaves. Je veux un texte en hiéroglyphe, hein, pas les écritures des Arabes et de la Bible, pas les interprétations. Je veux un texte en hiéroglyphe. On vient me dire que voilà le mot qui désigne esclave. Quand tu vois quelqu'un comme ça en Égypte, avec les mains attachées, on appelle ça séquer en cou, c'est-à-dire les captifs de guerre. Ça n'a rien à voir avec l'esclave. Donc il n'y a jamais eu l'esclavage en Égypte. Or, les sociétés occidentales sont essentiellement esclavagées. Le mot même esclave vient de l'Europe, slave, ça vient des slaves. Les slaves. Donc, l'esclavage, la prédation, l'individualisme, le matérialisme, la perversité. J'ai une autre question, hein. Je pense que quelqu'un l'a dit sur ce plateau, au niveau des symboles. Oui. Vous soutenez... Au niveau des symboles. Attendez, vous soutenez Mordicus que la franc-maçonnerie n'a rien d'africain. Mais pourquoi, donc, au niveau de cette franc-maçonnerie, il y a des symboles forts sur leur origine d'Afrique? On a parlé tout à l'heure des pyramides, on a parlé de l'œil d'Horus, de noms même Mais comment vous comprenez ça? Comment vous expliquez ça? Je vais donc expliquer ça de manière très simple. On peut prendre un symbole et on y ajoute un contenu interprétatif qui n'a rien à voir avec le contenu originel. Comme on peut prendre le couteau qu'on utilise ordinairement pour découper la tomate et les oignons et on commence à poignarder les gens. Je prends quelques exemples pour qu'on se comprenne. De Coca-Cola, voilà, on met un autre produit à l'intérieur. La pyramide, c'est quoi chez eux? Parce qu'il faut comprendre, et ils interprètent ça d'après la vision du monde. Ça n'a rien à voir avec la vision africaine du monde. La pyramide, c'est quoi chez eux? C'est que ceux qui sont en bas sont les esclaves, qui doivent être permanemment asservis. C'est ça le système capitaliste. Et il y a un petit groupe d'individus qui sont les hyper riches, qui exploitent en permanence les basses classes. C'est ça la logique capitaliste qui est interprétée dans l'ordre de la pyramide, qui n'a rien à voir avec l'élévation spirituelle. Et l'œil d'Horus? L'œil d'Horus maintenant c'est quoi? C'est les gens qui ont donc l'œil ouvert, qui sont capables de repérer les auras des autres. Parce que la prédation est à la base de la franc-maçonnerie. Ils le recrutent sur la base de quoi? Le potentiel énergétique, la malléabilité et ce qu'ils appellent la loyauté. Voilà les trois principes de recrutement dans la franc-maçonnerie. Je reprends. Le potentiel énergétique, parce que c'est les prédateurs, c'est les voleurs d'énergie. La malléabilité, c'est-à-dire que quand tu es manipulable, quand on peut faire de toi ce qu'on veut, tu es soumis. Et c'est pour ça qu'ils disaient l'humilité précède la gloire. Donc tu humilies d'abord avant de t'élever. L'humilité précède la gloire. Effectivement. C'est un concept franc-maçon? Bien sûr. On t'humilie d'abord. Nous qui disons souvent ça, pensant que c'est une bonne chose. Le problème c'est que l'humilité chez eux c'est l'humiliation. Ah bon? Oui. Chez eux, humilité, chez eux c'est humiliation. Et en t'humiliant, ils te tiennent. Ils savent où ils te tiennent. Donc il y a le potentiel énergétique, la malléabilité et la loyauté. La loyauté, ça veut dire, tout ce qu'on te dit, tu gardes le secret. Donc tous les francs-maçons tirent les énergies des autres. Bien sûr, mais il y a un rituel. J'ai parlé de rituel. Chez les Grecs, j'ai lu Platon. Chez les kabbalistes, c'est-à-dire les juifs, là, j'ai lu le Sefer HaZohar, un extrait du Sefer HaZohar. C'est un rite clé pour t'amener au ciel chez Yahweh. Voilà leur rituel là-bas. Maintenant, je termine en disant que il y a deux types d'égrégores. Tout ce que vous entendez là, ils ont pris le rite à Babylone, ils ont pris en Égypte, ils ont pris ceci, ils ont pris cela. Tu comprends ce que je veux dire? Et il y a une réalité profonde, c'est que c'est un égrégore artificiel. C'est quoi un égrégore artificiel? C'est quoi un égrégore artificiel? Un égrégore artificiel, c'est un égrégore créé. Il est créé sur la base de quoi? Sur la base du rassemblement des gens venant de plusieurs horizons, plusieurs pôles planétaires, et on les rassemble autour d'une idéologie et autour des rites, des pactes.
Maintenant, il faut faire la différence entre les grégores artificiels et les grégores naturels. Les grégores naturels, c'est quoi? C'est la lignée ancestrale. Donc, les vrais égrégores sont les égrégores naturels. Le rôle de la franc-maçonnerie, c'est de détacher tous les gens des égrégores naturels pour les plonger dans un égrégore artificiel où ils contrôlent les âmes. Parce que dès que vous mourrez, c'est eux qui viennent récupérer vos âmes pour renforcer leur égrégore. Ah bon? Non seulement, ils volent vos énergies pendant toute votre vie, ils exploitent vos énergies. Le jour de la mort, ce sont eux qui viennent vous enterrer. Donc, toutes les âmes des francs-maçons sont captives dans l'égrégore de la franc-maçonnerie. Elles ne vont nulle part. Leur enjeu, c'est de renforcer en permanence leur égrégore. Vous voyez donc qu'on est dans un système d'esclavagisation, non seulement mentale, énergétique, politique, économique et même spirituelle. C'est compris. Et donc c'est très dangereux. On ne peut pas dire que c'est d'origine africaine. Merci Tot. Docteur Noah, nous avons un autre aspect des choses. Hein. J'écoute ça depuis une soixantaine d'années. La franc-maçonnerie, en fait, ce sont des bâtisseurs. La franc-maçonnerie, ce n'est pas ce que Tot lui dit là, ce sont des bâtisseurs. Ils construisent. Voilà pourquoi nous avons d'ailleurs ces symboles, l'équerre et tout ce que vous connaissez. Alors, pour nos francs-maçons africains, et notamment camerounais, qui sont... Et ils ont construit quoi? Ok, très bien, perfecto. J'aimerais d'abord présenter ces esquisses qui sont très importantes. Nous avons là Robert Mouret et nous avons là Elias Ashmold. Vous pouvez présenter. Ces deux oppositions maçonniques entre les acceptés et les initiés. Elias Ashmold a été initié par Robert Floyd, qui était un astrologue et un bâtisseur. Mais Robert Mouret était beaucoup plus pour ceux qui étaient les acceptés. Les qui étaient les acceptés, ce n'étaient pas des bâtisseurs. C'était des gens vulgaires qui voulaient connaître ce qui se passait à la franc-maçonnerie et qui également venaient comme des visiteurs. Nous avons de l'autre côté encore, entre le cercle des opératifs et le cercle des acceptés, nous avons le célèbre prêtre qui a fait de très très grands travaux, Henri Carr, qui amenait et qui demandait à tous les francs-maçons de revenir vers les bâtisses et de refuser les francs-maçons qui n'étaient pas opératifs. Je continue à montrer. Nous avons en bas, nous avons en bas, nous avons en bas. Non, plus bas, la figure du bas. Plus bas, nous avons Eric Watt. Eric Watt qui était un noir et qui voulait que tout genre de francs-maçons furent acceptés, que ce soit les philosophes, que ce soit les paysans, que ce soit les faibles. Déjà, d'abord, ce que les gens devraient reconnaître sur la fraternité, c'est que la fraternité n'est pas devenue rapidement ce que c'est aujourd'hui en vaste canular. Cheikh a essayé de démontrer ça tout à l'heure. Ils se réunissaient où? À Tourbingal, en tant que des travailleurs, en tant que des bâtisseurs. Et c'était des ouvriers qui avaient un même objectif et qui étaient liés sur une même vision dénominative, si tu permets le terme. Donc, alors, entre les acceptés, qui sont venus et qui n'avaient pas cette connaissance initiatique, ce sont eux donc qui ont commencé à rendre cette franc-maçon ou cette franc-maçonnerie progressiste que nous avons aujourd'hui, où tout le monde peut entrer, il n'a pas une hygiène de vie, il n'a pas une vie de sanctification, il n'a pas une vie d'innovation spirituelle. Attends d'abord, vous utilisez des gros mots là. Bien sûr. Donc pour être dans la franc-maçonnerie, il faut avoir une vie de sanctification. Au début, il faut avoir une grande spiritualité, c'est ça? C'est là où je vais en venir, parce que la franc-maçonnerie... La grande sanctification, c'est tirer les énergies chez des gens, c'est ça? Non, parce que la franc-maçonnerie, dès son origine, parce que toutes choses que nous devions faire, entrons à la racine. Le catholicisme... ou les chrétiens aujourd'hui que nous avons dans les églises réveillées, comme le pasteur aujourd'hui, c'est du christianisme aujourd'hui fragmenté. Mais quand tu entres à la Pentecôte, ils avaient une chrétienté originaire. Ils avaient une chrétienté qui n'était pas hybride. Mais au fur et à mesure que les temps sont passés, alors, moi, je suis toujours au niveau de l'Afrique. Attends, docteur. Vraiment, ne nous embrouille pas. Même pas. Parce que moi, je connais les francs-maçons. Hein. Bien sûr. C'est que toi, tu dis là, l'hygiène des vies, les bâtisseurs, les CC. Je t'ai posé une question. Nos francs-maçons de l'Afrique et notamment du Cameroun, qu'est-ce qu'ils ont bâti? Ou alors cette affaire-là s'est africanisée dans le... C'est où donc je vais donc répondre. Il y a un petit jeu qui est à l'intérieur et que beaucoup de gens se perdent. Oui. Le frère Tot, ça fait un très grand développement. Mais je voudrais dire à mon grand frère Tot, c'est la même famille, que véritablement, pour faire la franc-maçonnerie, il faut être initié
avec certains esprits qui viennent du côté de l'Égypte, parce que, permets-moi d'entrer là-dessus, permets-moi. Vous pourriez lire la loi de Téléma et vous pourriez lire la loi de Matitz sur les heures crawlées. Vous pourrez aussi lire le célèbre journaliste Karl Kane, qui était suisse et qui a été fraternisé dans l'auto l'ordre Templis Orientis, ou Rudolf. Ce que je veux dire ici, c'est quoi? C'est que vous allez remarquer, excuse-moi. Est-ce que les francs-maçons sont en réalité des hommes éthiques? Non, ils ne sont pas les hommes, c'est les progressistes qui sont aujourd'hui. Ce n'est pas les francs-maçons d'originaire, ce n'est plus des... Donc les francs-maçons originels étaient des hommes éthiques. C'était des bâtisseurs, c'était des petits maçons, comme Cheikh Ali a démontré, qui se réunissaient dans ce qu'on appelle la spiritualité. Cette affaire du passage au bandeau, ça a quoi d'éthique? C'est là où je vais en venir, que ces modes-là étaient déjà des modes, s'il faudrait dire, occultes, démoniaques et ainsi de suite. Mais la franc-maçonnerie, c'est une élite des ingénieurs. Ça, c'est une franc-maçonnerie hybridée. Ça, c'est une franc-maçonnerie qui n'est plus à son origine, à sa racine. C'est une franc-maçonnerie qui a subi des défragmentations. C'est la raison pour laquelle je vous ai présenté les deux auteurs là. Je vous ai présenté les deux auteurs qui s'opposaient. Puisque vous allez remarquer qu'à partir des travaux d'Éric Carr, les francs-maçons commencent à accepter tout genre d'élite, les préfets, les gouverneurs, les rois, les seigneurs, les monarques, et ce sont eux qui commencent même à décider sur les textes. Mais si vous entrez dans la Confessiones Fraternitatis, la Confessiones Fraternitatis ne te dit pas de coucher avec un homme. La Parma Fraternitatis ne te dit pas de les affaires du Vatican là. C'est là où je vais en venir. Maintenant, pour chuter, je vous ai sorti ici. Dans l'histoire de coucher avec les hommes, il n'y a pas ça dans la Parma. Il n'y avait pas ça dans la Parma. La franc-maçon ne connaît pas l'histoire de coucher avec les hommes. Vous me suivez même très bien. Je parlais de l'original, de l'originaire, du début. L'original, c'est quoi? L'original, c'est ce qui a été écrit. Dans ces écrits-là, il y a ces choses. Non, il y a eu, permettez-moi d'en venir. Il y a une écriture voilée. Je vais en venir. Dans des textes. Je vais en venir. Vous avez parlé, je vous ai écouté aisément. Laissez-moi aussi en venir. Oui, Chéton. Très bien. Je suis en train de dire que à Turbingle, c'était des maçons qui se réunissaient. Que quelqu'un me montre les premiers textes de Turbingle qui parlent de sexologie et qui parlent de toutes ces choses. Est-ce qu'on pouvait écrire ça? On pouvait les écrire. Merci. Est-ce qu'on peut écrire la franc-maçonnerie et il y a le secret. Ok, je te donne les œuvres. Va lire maintenant la triade des amoureux. C'est à partir de la triade des amoureux qui commence à parler de la sexualité. Merci, c'est compris. C'est là où moi je vais en venir. Et je pose la question à apôtre Yannick Mebet. On a évolué au niveau du débat. Docteur Noir, je résume sa pensée. Il dit qu'il y a une bonne franc-maçonnerie et une mauvaise franc-maçonnerie. Il y avait. Je vous passe la parole. Il y avait. Bon. Il y avait. Pas qu'il y a. Aujourd'hui, c'est détruit. À l'entame de mon propos, j'ai dit clairement que la franc-maçonnerie, sur le plan officiel, n'est-ce pas, est née en Europe. Mais trouve ses racines, n'est-ce pas, dans les civilisations anciennes. Et l'une des civilisations anciennes, c'est la civilisation d'Égypte, qui est en grande majorité où la franc-maçonnerie s'est imprégnée. Est-ce que vous comprenez? Alors, quand vous parlez qu'au commencement, il y avait une bonne franc-maçonnerie et après... Elle a subi des contaminations. Elle a subi des contaminations. Des inflexions multiples. La franc-maçonnerie, à la base, même d'abord satanique, est démoniaque. Et oui. Prouvez avec des textes, s'il vous plaît. Il y a des pratiques. Ne parlez pas des choses des églises réveillées. Non, laissez-moi parler. Prenez l'original. Laissez-moi parler. Avec les textes, s'il vous plaît. Comme je le dis, en Égypte, par exemple, vous allez voir que... il y avait quoi, la zoophilie et la négrophilie, par exemple. La zoophilie dans quel texte? La zoophilie, par exemple, on a Isis. Quand on avait tué son mari Osiris, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie avec sa sœur Nephthys. Elles sont allées rassembler son corps. Et quand elles ont rassemblé son corps, elle avait pris son phallus. Elle s'est assise sur son phallus. Et qu'est-ce qu'elle a fait avant de s'asseoir? Elle s'est transformée en un oiseau. Non, les textes... Non, tu parles de symbole que tu as. C'est la parole. Oui, mais ce n'est pas Laisse-le fait. On a par exemple Ramsès II, qui a épousé ses propres filles, 2 filles. Et qu'est-ce qu'il a fait? Les textes montrent clairement, et j'ai ici là, ces textes, les textes montrent clairement que c'était ses épouses. Donc le monsieur, il a des enfants. Et l'autre est ceci. Laisse-moi te parler. Et l'autre est parole. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Le monsieur a des filles qui sont ses épouses, et on dit clairement que c'était les grandes épouses royales.
et il les aimait. Comment un père a des filles et le gars a des relations sexuelles avec ses propres filles. On a par exemple Cléopâtre, la reine Cléopâtre. Elle s'est mariée avec ses 2 frères et elle entretenait des rapports sexuels avec eux. Or, la franc-maçonnerie s'inspire. Et c'est ça le satanisme. C'est ça le satanisme. C'est l'inversion. C'est l'inversion. Quand l'autre épouse cette fille, on parle c'est ça le satanisme. Vous avez dit qu'en Égypte, bon, mais Abraham aussi. S'il vous plaît. Nous nous calmons. Il n'a pas perdu. Il nous reste quelques secondes. Vas-y, pasteur. Je dis donc que dans ces textes, on voit clairement que, n'est-ce pas, Ramsès a épousé ses filles. On voit par exemple que la reine Cléopâtre couchait avec ses propres frères. On voit clairement que Isis, qui est la déesse de la vie, elle a couché avec le cadavre de son mari pour avoir au risque. C'est de là que c'est de là que souffrez de son temps de parole. Non, mais j'ai compris. C'est de là que sort. Et on n'a plus de temps là. C'est bien. Je vous en prie, chers messieurs, chers initiés, je vous en prie, restons au niveau du sujet. C'est un sujet très important et d'une délicatesse à nul autre pareil. Alors, la franc-maçonnerie est-elle d'origine africaine? Je vais passer la parole à l'imam Cheikh Ali. On a vu une illustration, entre guillemets, une image dernièrement, il y a quelques semaines au Cameroun, lors d'un très grand rendez-vous d'un grand maître de l'église catholique romaine. Je vais comprendre s'il y avait quelques similitudes avec le sujet inscrit à l'ordre du jour. Nous avons l'image au niveau, je ne sais pas si notre réalisation a pris l'image. Non, mettez-nous l'image au niveau de l'écran et je passerai la parole à l'imam Cheikh Ali pour son regard concernant le sujet et maintenant le commentaire de cette image. Imam Cheikh Ali. Bon, monsieur Parfait ici. Vous avez tout dit tout à l'heure que ce n'est pas tout ce qu'on voit noir et blanc qui est symbole de la franc-maçonnerie. Mais je ne sais pas si le réalisateur eut l'image. Non, m'ont montré au niveau du hangar. C'est pas pourquoi floquer justement à ce niveau-là. Le hangar en haut. Le hangar en haut. Il faut montrer au niveau du hangar en haut. La toiture. Voilà, la toiture qui avait été construite. Oui, allons-y. Donc, Parfait ici, Top dit qu'il est initié, mais il n'a pas la lecture des symboles. Il n'a pas la lecture des symboles. C'est vrai, c'est pas tout ce qu'on voit noir et blanc qui est franc-maçonnerie. Nous avons donc au niveau de la toiture, si au niveau de la réalisation, on pouvait rapprocher cette image et rester au niveau de la toiture, je pense que certains reconnaissent déjà cette image. Effectivement. On remarque que sur cette image, il y a au-dessus de la toiture du pape, de la hangar où le pape est assis, un symbole franc-maçon. Ah bon? Ça, c'est un symbole, c'est la pyramide maçonnique. Vous êtes sûr là? Je ne doute même pas. À 100%, ça c'est la pyramide. C'est les francs-maçons qui disent au revoir pape. Parce que c'est à la base 101. Oui, c'est à la base 101. Et on remarque que cette pyramide est faite de plusieurs couleurs, qui sont des couleurs LGBT. Elle est faite en carreau. LGBT. Et vous voyez que c'est un pur hasard. Non, c'est pas un hasard. Et vous voyez que la pyramide est construite comment? C'est fait en briques. C'est comme les briques. C'est comme si on a superposé des briques, des papins. Exactement comme les pyramides en Égypte. Donc on a là une belle illustration, démonstration que au Cameroun, il y a encore des bâtisseurs qui sont des francs-maçons, des architectes qui sont des purs francs-maçons. C'est pour ça que j'ai parlé de la franc-maçonnerie opérative. C'est-à-dire que ce monsieur qui a conçu comment on appelle ça? Ce hangar, ce plan-ci, ce monument, c'est un franc-maçon. Voilà un symbole. Il y a au Cameroun, il y a Yaoundé, par exemple, l'obélix maçonnique. Dans beaucoup d'espaces publics qui sont au Cameroun, vous verrez qu'il y a l'obélix, on appelle l'obélix. L'obélix est d'origine égyptienne. L'obélix est comment on trouve ça? Est-ce que le Cameroun était un pays franc-maçon? Le Cameroun est dirigé par les francs-maçons. Ah ben, vous ne pouvez pas le démontrer. Le Cameroun est dirigé par les francs-maçons. Est-ce que vous pouvez le démontrer?
La trop facile de le dire. plupart des dirigeants camerounais portent le pince maçonnique. Mais le Non, mais pince, est-ce que tu es sûr que si j'ai une médaille, on me donne aussi un pince. Non, la médaille c'est autre chose. Les pinces maçonniques sont différents des autres pinces ou des pinces. Tu les distingues. C'est pour ça que... Non, Vas-y, s'il te plaît. Vas-y, Sois poli, mon frère. vas-y, mon frère. Vous n'avez pas la lecture d'un initié ou bien d'un connaisseur. Quand tu es un initié. Donc quand vous voyez tout pince, il y a les pinces maçonniques. C'est comment? Est-ce que vous me laissez m'exprimer, mon frère? C'est la Finalement, tu fais dans le temps de parole des gens. Tu vas peut-être te devoir ici sur le papier. Tu vas venir. Donc la plupart des dirigeants, pas seulement au Cameroun, mais en Afrique, sont francs-maçons. Et c'est l'une des conditions même pour adhérer à un certain nombre de postes. Pour l'une des conditions d'accès à la franc-maçonnerie. Tu n'es pas franc-maçon, il y a des choses que les gens vont faire, tu ne comprends rien. Les gens vont faire les réunions à minuit, tu viens t'asseoir, tu ne comprends rien. Donc, c'est une chose qui est un fait et qui ne se débat pas. Alain Douk, nous n'avons plus beaucoup de temps. On vous passe la parole. Je vais dire toi, tu insistes que cette affaire n'a rien à voir avec l'Afrique. Je vais dire ceci. C'est vraiment effarant d'en être à vouloir expliquer le lien qu'il y a entre les religions mystères et le symbolisme. Justement parce que c'est des gens qui ont une communication spécifique et qui aiment encoder leur message. Parce qu'à l'origine, mystère est lié au fait de cacher des choses. Donc, on ne va pas revenir encore à quelqu'un qui est supposé être un savant et lui reparler du symbolisme maçonnique. Quand il dit que mais Jésus lui-même enseignait parce que, voilà, on venait à lui donc du fait qu'il avait des apprenants, des péripatéticiens, alors est-ce qu'on va dire que Jésus, machin, truc... Non, c'est ubuesque. Parce que Jésus n'a pas structuré. Je ne vois nulle part dans la Bible où Jésus dit comment tu es apprenti, c'est un grade. Et c'est codifié avec des exigences, des mots de passe pour le degré en question. Puis après tu es compagnon. Il y a des exigences là-bas, des mots de passe, toute une série d'enseignements relatifs au grade. Puis après tu passes avec des mots de passe, des façons de se saluer. Et encore de la Bible fustige ça. Lorsque vous lisez Proverbe 6, hein? Fustiger les gens qui parlent par signe, par symbole, par façon spécifique de faire des gestes, etc. C'est écrit dans Proverbe 6.6. Donc, il faut qu'on soit sérieux. Bien, rentrons aux origines. J'ai dit cette histoire qui s'est passée au XVIIIe siècle en Angleterre tend à venir pervertir la vérité sur la maçonnerie. J'insiste. L'origine de la maçonnerie se trouve dans le croissant fertile en Babylonie. Et à la manœuvre, c'était quelqu'un qui épousait sa propre mère, Osiris. Sa mère Isis. C'est là où, par exemple, une des pratiques fondamentales de la maçonnerie a été initiée avec l'utilisation des substances psychotropes pour passer un enseignement occulté qui ne peut que se passer soit par pénétration et l'utilisation de cette substance psychotrope. Et aujourd'hui, quand vous actualisez ce qui a été fait depuis le commencement par Nimrod Osiris, vous allez constater qu'en réalité, les maîtres maçons d'aujourd'hui vous disent que l'homosexualité c'est comme cul et chemise. Homosexualité, maçonnerie, c'est cul et chemise. J'ai envoyé un article à Tot d'un de nos anthropologues, qui a un article sur la maçonnerie et qui donne l'ancrage anthropologique de la maçonnerie en Afrique. Toi-même, quand on te fermé la bouche, j'ai fermé parce que pour lui, fais tes propres recherches, tu passes le temps à lire les gens. Quel est le savoir que tu as lire les gens les autres? Parce que je ne suis pas anthropologue. Je ne suis pas anthropologue. Je nourris de ce que l'anthropologue dit. Et là, tu ne peux donc pas. Il a fermé sa bouche. Parce que les hiéroglyphes, tu es un militant. Moi, je ne fais pas ça. Nous nous calmons. Hein. Je pense que nous allons revenir. Et il y a un message très intéressant là, où quelqu'un m'envoie un message concernant le passage au bandeau. On m'envoie également beaucoup de... Alors, s'il y a un franc-maçon qui veut participer à cette émission, je ne dis pas un blagueur, hein, je dis un vrai franc-maçon, et il peut venir. Ici, nous sommes très ouverts. Comment ça ne se dévoile jamais? Il se dévoile jamais. Moi, j'ai mon grand frère à Douala, monsieur... comment on l'appelle? Oh là là. C'était pas le nom? Non. C'est pas ça. Non, il lui dit qu'il est franc-maçon. Son nom disparaît justement.
Monsieur Emmanuel Comme. Est-ce qu'il s'en cache? Il dit qu'il est franc-maçon. Donc, c'est un grand frère à moi. Donc, nous allons revenir sur cette problématique la semaine prochaine. S'il y a un franc-maçon qui veut participer, qui nous contacte et il aura droit à la parole. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?